volcan de l'île de la Réunion qui n'est plus en activité, s'appelle le Piton des Neiges. Donc on va pouvoir l'étudier plus en profondeur que le Piton de la Fournaise parce que justement on a tout son temps d'activité. Et puis on va montrer qu'il a un rôle particulier dans l'histoire mondiale et la dérive des continents puisqu'il est responsable d'une zone particulière qu'on appelle le Décan en Inde. Le Piton des Neiges est le premier volcan à s'être formé et il a formé ce qu'on appelle un volcan bouclier. Donc ça c'est comme à Hawaï, ça veut dire que les coulées successives se sont empilées les unes sur les autres depuis la plaine abyssale et cet empilement de coulées a formé une grande structure conique. Et c'est ça qu'on appelle un volcan bouclier. Et ce volcan bouclier, ça peut émerger ou non du fond océanique, puisque vous savez qu'il y a aussi subsidence du fond océanique. Ce volcan a aussi formé des roches différenciées avant de s'éteindre. Donc ça, c'est bien sûr un processus magmatique que nous allons étudier. Et puis après, il s'est effondré, donnant sa morphologie caractéristique. Donc commençons par le premier aspect, un volcan bouclier intra-océanique. Donc bien sûr nous sommes sur un volcan intra-plaque, donc un volcanisme alcalin nécessairement, et installé sur le fond océanique. Donc le plancher océanique est un plancher qui est à 4000 mètres de profondeur. Donc il faut bien voir que la partie du Piton des Neiges émergée que nous voyons, c'est vraiment un tout petit aspect, puisqu'en fait on a toute la profondeur qui va jusqu'au fond océanique qui crée cette structure. Donc ça c'est assez classique en fait, chaque fois que vous avez des points chauds qui se situent en dessous d'une plaque intra-océanique, eh bien cette activité volcanique va créer toute une série de coulées de lave, donc ça fait des pentes assez douces, on dit souvent d'un angle de 15 degrés à peu près, et ça fait ces structures assez plates. Donc l'exemple caractéristique bien connu, c'est l'ensemble des volcans boucliers de l'archipel d'Hawaï, qui sont vraiment l'exemple caractéristique de volcans boucliers avec cette lave très effusive qui construit le volcan au fur et à mesure. En fait, vous pouvez prendre n'importe quel alignement d'îles océaniques formé par un point chaud et vous avez toute une série de volcans boucliers émergés puis immergés tout le long de l'alignement. Alors ce qui est très intéressant avec le Piton des Neiges, c'est que comme il est inactif depuis 12 000 ans, il a produit une série de roches. Donc on va pouvoir étudier et ce sera à vous de compléter le titre. Donc on vous propose une analyse des roches du Piton des Neiges, ici en bleu, et du Piton de la Fournaise, ici en rouge. Et on classe ici selon un diagramme avec d'un côté sodium, potassium et de l'autre côté silicium. Donc dans un premier temps, vous allez expliquer pourquoi on a choisi ces atomes parmi tous les atomes possibles dans cette roche, et ensuite pourquoi est-ce que les points correspondant aux roches du Piton des Neiges sont étalés dans ce diagramme alors que ceux du Piton de la Fournaise sont beaucoup plus regroupés. Si possible, faites des schémas explicatifs associés à ce phénomène. Mettez la vidéo en pause et je vous retrouve ensuite pour la correction. Donc tout d'abord, il faut expliquer pourquoi on a utilisé ici le diamètre TAS, c'est-à-dire silice alcalin. Alcalin étant bien sûr le sodium et le potassium. Donc pourquoi est-ce que ces deux atomes, ne dites surtout pas minéraux, ces deux atomes sont intéressants? C'est parce qu'en fait, nous avons affaire à des vrais atomes incompatibles, sodium, potassium, et à un atome qui se comporte comme un incompatible, mais il est difficile de dire que c'est un incompatible, puisque je vous rappelle qu'incompatible veut dire incompatible avec la phase solide des minéraux. Si on dit que le silicium est incompatible avec la phase solide des minéraux, sachant qu'il constitue quasiment tous les minéraux, c'est un peu étrange, donc c'est pour ça qu'à G2E, ils veulent que vous disiez ce qui se comporte comme un incompatible. À l'agro, vous dites incompatible et ça pose pas de problème. Alors pourquoi c'est intéressant d'avoir en abscisse et en ordonnée des atomes incompatibles? Eh bien parce que justement dans différents processus magmatiques, c'est le degré de compatibilité ou d'incompatibilité qui va déterminer le devenir de ces éléments et donc on pourra identifier certains processus magmatiques.
Et en particulier, ici, on va pouvoir voir les phénomènes de différenciation, puisque par définition, le processus de différenciation est un processus qui enrichit en éléments incompatibles, donc qui va faire migrer selon l'axe des ordonnées, mais aussi selon l'axe des abscisses. Donc les différenciations devraient se voir dans ce sens-là. Donc ce que nous observons, mais pour le moment ce n'est qu'une description, c'est qu'il y a effectivement une différenciation pour les roches du Piton des Neiges, puisqu'elles s'étalent bien selon une ligne qui fait qu'elles augmentent en abscisse en ordonnée, mais que ce n'est pas le cas, sauf si on oublie quelques éléments ici, ce n'est en moyenne pas le cas pour le Piton de la Fournaise. Donc ça c'est un phénomène qu'on va devoir expliquer. Pourquoi y a-t-il différenciation du Piton des Neiges? Pourquoi n'y a-t-il pas de différenciation du Piton de la Fournaise, sauf deux roches particulières? Chaque fois que vous avez un exercice portant sur la différenciation, il faut vous poser la question, d'où vient cette différenciation? Et là, replacer bien sûr l'exercice dans son contexte. Est-ce qu'il y a des éléments dans l'énoncé vous amenant à penser qu'on a changé de contexte géodynamique? Donc si on a changé de contexte géodynamique, il y a 100 millions d'années qui séparent un premier groupe de roches d'un deuxième groupe de roches. On est en train de parler sur du temps extrêmement long pour que ce soit un changement de contexte géodynamique qui fasse une série magmatique de plus en plus différenciée. Donc c'est l'hypothèse la moins probable. Vous en viendrez à cette hypothèse de changement de taux de fusion quand vous comparez deux sites, pas quand vous restez au sein d'un même site. Or ici, nous sommes restés au sein d'un même lieu, on reste même sur le même volcan, donc c'est hautement improbable. Donc on va supposer que nous restons au contraire dans le même contexte. Là, il y a plusieurs phénomènes qui peuvent enrichir les roches en éléments incompatibles. On pourrait tout à fait imaginer qu'un magma acide vienne se mélanger au magma basique initial, donnant bien sûr plus d'éléments, plus de silicium, mais aussi plus d'alcalin. Ah oui, mais c'est quoi ce magma acide? C'est un magma de croûte continentale. Je vous rappelle que nous sommes sur une plaque océanique, donc même si vous imaginiez de façon un peu farfelue, parce que vous n'avez pas d'équivalent dans votre cours, qu'on puisse faire fondre la croûte océanique. Donc pas de silice, pas d'alcalin là-dedans, en tout cas pas plus que dans votre magma basique initial. Vous faites fondre du basalte, vous le rajoutez à un magma basaltique, vous avez du basalte. Donc évidemment ici ça ne fonctionne pas parce que nous sommes sur une croûte océanique, donc on ne peut pas acidifier le magma en rajoutant des éléments de la croûte océanique, et nous avons donc le même problème ici pour une contamination crustale. Bien sûr, ce n'est pas la contamination par des basaltes et des gabbros qui va rendre plus acide notre système, donc évidemment ça ne marche pas. On pourrait éventuellement proposer une contamination par des sédiments, mais alors vous verrez que ici, dans le cas d'un volcan bouclier, c'est assez improbable, puisque dans le cas d'un volcan bouclier, le magma ne traverse pas les sédiments, il traverse que les basaltes préexistants. Donc au contraire, au fur et à mesure que le volcan bouclier se développe, il est de moins en moins en contact avec des sédiments, et donc au contraire la contamination devrait diminuer. Donc si le phénomène existe, il marche en sens inverse, et de toute façon il serait de très 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 faible importance. Donc sur un volcan bouclier ça marche pas. Par contre, c'est une hypothèse que nous allons recroiser dans les Antilles, parce que dans un contexte de subduction, pourquoi pas? Dans un contexte de subduction, ça peut intervenir. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste l'évolution sur place d'un magma par cristallisation fractionnée. Alors, si je propose une cristallisation fractionnée, je dois avoir des raisons de penser que le réservoir qui fournit le magma, que le réservoir de magma, à un moment donné, n'est plus alimenté. Sinon, il n'y a pas de raison de rentrer dans ce processus de cristallisation fractionnée, parce que si au fur et à mesure que il y a différenciation dans ce réservoir, mais que ce réservoir est à nouveau alimenté par du magma basique, le magma, il reste basique. Donc si je pars sur une hypothèse de cristallisation fractionnée, je dois avoir une hypothèse expliquant pourquoi le réservoir de magma, à un moment, se coupe de sa source et peut, à ce moment-là, fonctionner en système fermé
et donc donner une cristallisation fractionnée. Donc voyez le processus que nous avons fait. J'ai justifié auprès du jury que j'éliminais chacune des hypothèses et pourquoi j'ai éliminé chacune des hypothèses. Et quand j'ai gardé une hypothèse, j'ai donné un argument en faveur de cette hypothèse, c'est-à-dire qu'ici, je finirai l'argumentation en expliquant pourquoi il est raisonnable de faire cette hypothèse pour le Python de la fournaise. Mais ça, nous allons voir ça juste après. Donc je vous rappelle le schéma qui est attendu quand vous faites une hypothèse de cristallisation fractionnée. Donc on a intérêt à faire les schémas. Donc je vous rappelle les schémas qui sont attendus si vous partez sur une hypothèse de cristallisation fractionnée. Ce sont les schémas qui sont ici en dessous. Donc on a un réservoir de magma, donc ici qui provient du manteau. Donc bien sûr on est sur un magma basaltique extrêmement basique qui alimente une chambre magmatique située dans la croûte et qui va faire des laves effusives de type basaltique. Donc par exemple, ce schéma-là est tout à fait adaptable au cas du Python de la fournaise, puisqu'on a vu que l'essentiel des roches du Python de la fournaise étaient des basaltes. Donc ça, c'est l'essentiel du fonctionnement du Python de la fournaise, et on a quelques roches du Python des neiges qui correspondent aussi à ce premier cas de formation toute simple de basalte. Pour le Python des neiges, bien sûr, on ne peut pas en rester là, puisque nous n'avons pas que des basaltes, nous avons aussi des roches beaucoup plus acides. Donc nous devons imaginer un processus. Donc pour imaginer un processus de cristallisation fractionnée, la première chose à faire figurer et à dessiner, c'est qu'il n'y a plus d'alimentation de ce réservoir. Donc le réservoir désormais fonctionne en système fermé, il n'est plus alimenté. Et parce qu'il fonctionne en système fermé, on va avoir là la cristallisation fractionnée qui va pouvoir avoir lieu, c'est-à-dire que sur les bords, il y a des cristaux qui commencent à se former. Par définition, ces cristaux sont les plus basiques, donc là vous avez intérêt à connaître la suite de Bowen pour savoir dans quel ordre se forment les cristaux. Donc c'est l'olivine qui va se former en premier avec des pyroxènes, donc tout ça ce sont des minéraux très riches en fer et en magnésium. Donc ce sont les atomes compatibles qui vont les premiers partir du magma, puisqu'on va les retrouver dans les cristaux basiques qui se forment sur le bord. Et donc là sur le bord nous avons du gabbro, ce qui est représenté en vert c'est en fait du gabbro, avec beaucoup d'atomes compatibles qui sont partis dans les cristaux. Donc s'il y a un certain nombre d'atomes compatibles qui sont partis dans les cristaux, c'est autant de matière qui manque, donc en termes de concentration, désormais il y a plus d'atomes incompatibles, ou qui se comportent comme des incompatibles, dans le magma. Donc des vrais incompatibles, sodium, potassium, et qui se comportent comme des incompatibles de la silice. Donc désormais le magma est plus riche en sodium, en potassium, en silice. Ce qui fait que la prochaine coulée qui va se produire lors de la prochaine éruption, ce n'est plus du basalte, c'est quelque chose de plus riche en incompatibles, et donc c'est de l'andésite. Et faites bien attention à ce qui a été dessiné ici, on l'a fait beaucoup moins couler, parce que puisqu'elle est plus riche en silice, elle est beaucoup plus visqueuse. Donc si je redessine la coulée de basalte qui était en dessous, la coulée de basalte est allée jusque là, ça c'était du basalte, alors que la coulée d'andésite s'arrête beaucoup plus tôt parce qu'elle est beaucoup plus visqueuse. Donc pensez à le dessiner aussi sur vos schémas parce que comme ça vous montrez tout de suite le lien entre viscosité et teneur en silice. Si le réservoir n'est toujours pas alimenté, à ce moment-là, la cristallisation continue et on a encore une nouvelle roche plutonique qui se forme, en plus du gabbro qui est déjà sur les côtés. Donc toujours le même processus. Les éléments les plus compatibles rentrent dans la structure des minéraux, ce qui enrichit comparativement le magma en silicium et en incompatibles que sont le sodium et le potassium. Et lors de la prochaine éruption, on va avoir quelque chose d'encore plus visqueux puisqu'on a encore plus de silicium. Et là, il est possible que le magmatisme change, au lieu d'un magmatisme effusif faisant des coulées,
qui coule plus ou moins loin, selon qu'on a des basaltes ou de l'andésite. Désormais, on a plutôt quelque chose qui est pâteux, qui fait un dôme et qui a du mal à laisser partir les gaz, parce que plus c'est visqueux, moins les gaz arrivent à sortir. Si vous voulez une image, vous prenez par exemple du Coca-Cola, vous agitez, le CO2 va se reformer sous forme de petites gouttelettes, mais il va pouvoir partir très facilement en dehors de votre verre et le CO2 s'échappe très facilement. Maintenant, imaginez qu'on ait réussi à dissoudre du CO2 dans du miel. Les gouttes les petites gouttelettes de vapeur de CO2 auront bien sûr beaucoup plus de mal à sortir du miel, ce qui fait que quand la pression diminue, ces petites bulles de gaz vont gonfler, exercer une pression, et souvent la pression se relâche sous forme explosive. Donc il y a un lien direct entre la teneur en silice et l'explosivité. Et cette fois-ci, on récupère de nouvelles roches sous forme de lave très visqueuse, mais aussi sous forme de projection à cause de l'explosion, que sont la trachyte. Donc si on reprend notre diagramme TAS, donc alcalin-silice, pour le piton de la fournaise, donc nous voyons l'essentiel ici des roches qui sont des roches basaltiques, donc on peut proposer que l'on a un réservoir qui est régulièrement alimenté, ce qui fait des coulées, donc rien de spécial. Ici, deux roches qui ont commencé, qui montrent qu'il y a un début de cristallisation fractionnée, puisqu'on est quelque chose entre le basalte et l'andésite, donc ça correspondrait presque à cette situation-là, un début de cristallisation fractionnée. Donc ça, c'est quelque chose qui avait beaucoup alerté le BRGM, puisque justement la question était, est-ce que le réservoir du piton de la fournaise ne serait pas coupé de son alimentation, auquel cas on continuerait vers une différenciation et donc on quitterait le régime effusif peu dangereux, on irait vers un régime explosif qui demanderait une toute autre surveillance. Et en fait, on s'est aperçu plus tard que les roches ultérieures à ces deux-là étaient à nouveau des roches basaltiques. Donc il y a eu un début de cristallisation fractionnée parce que à un moment il y a eu une poche de magma non alimentée qui a fait une cristallisation fractionnée, mais cette poche de magma a été ensuite réalimentée et on est revenu en régime basaltique. Donc l'alerte a été levée. Pour le piton des neiges, vous voyez que c'est tout à fait différent. Là nous avons vraiment une série magmatique complète. Donc je vous rappelle qu'on utilise le terme de série que si l'on est sûr que toutes ces roches dérivent d'un même magma initial et puis qu'un phénomène parmi tous les phénomènes que je vous ai cités est à l'origine de la différenciation de ces roches. Donc là nous sommes bien dans l'hypothèse d'un seul et unique magma initial qui est celui-là. Notre hypothèse est un arrêt de l'alimentation de ce magma. Donc il faudra essayer d'expliquer pourquoi dans le cas du piton des neiges, qui aurait permis par cristallisation fractionnée d'arriver jusqu'à cette situation de la trachyte par cristallisation fractionnée au fur et à mesure. Donc vous voyez que le plus simple pour commenter ce genre de graphique, c'est de pouvoir faire le schéma correspondant. Alors voici quelques données pétrologiques que nous donnent les géologues de terrain. Ils ont remarqué qu'il y avait en gros 3 phases dans la vie du piton des neiges. Un premier stade qu'ils ont appelé un stade à océanite. Donc les océanites, c'est le nom du basalte très riche en olivine que nous avons décrit concernant le piton de la fournaise, hein, c'est le même. Donc qui démarre aux environs de moins de millions d'années, et on a toujours des océanites à moins 450 000 ans. Donc là, nous avons un volcan bouclier fusif de type hawaïen tout à fait classique. Une période pour laquelle il n'y a pas de roche actuellement connue. Puis vient un stade différencié, et enfin un arrêt complet de l'activité vers moins 12 000 ans. Donc le stade différencié sont toutes ces roches différenciées que nous avons vues dans le diagramme silice-alcalin. Durant cette troisième phase, on n'a plus de coulées, on a plutôt des phénomènes explosifs. Donc on a des coulées pyroclastiques. Les coulées pyroclastiques, ça veut dire que on a des fragments de roches
très chaudes qui dévalent les pentes. Donc c'est ce qu'on appelle aussi des nuées ardentes. Et on en a entre 188 000 et 25 000 ans, et on a de nombreuses bombes volcaniques, c'est-à-dire que ça témoigne de quelque chose d'un petit peu plus explosif, où on a des éléments encore un petit peu fluides de magma qui sont projetés en l'air, qui figent et qui retombent. Donc beaucoup de caractéristiques explosives dans une troisième phase. Et donc, si on vous donne ce genre d'argument pétrologique, vous devez le mettre en lien avec le diagramme silice-alcalin observé précédemment, à savoir que quand on augmente la quantité en silice, on augmente la viscosité et on augmente le côté explosif parce que les gaz n'arrivent plus à se libérer du magma. Donc tout ça est en parfait accord avec notre hypothèse de cristallisation fractionnée. Alors certes, mais pourquoi ? Pourquoi une cristallisation fractionnée sur ce volcan et pas sur le suivant? Eh bien, il faut se rappeler ce qu'on a vu sur le piton de la Fournaise. Le piton de la Fournaise est un volcan de point chaud. Et je vous rappelle la définition d'un point chaud, c'est qu'un point chaud, c'est quelque chose de fixe dans l'espace, soit parce qu'il est ancré sur une petite discontinuité de la zone entre le noyau et le manteau, le cas le plus classique, soit de façon plus exceptionnelle, une hétérogénéité, à la limite manteau supérieur, manteau inférieur, mais de toute façon, on est là sur quelque chose de structural, et donc ça persiste fixe pendant des centaines de millions d'années. Donc, a priori, c'est un point fixe qui donne naissance au piton de la Fournaise. Au piton de la Fournaise et au piton des Neiges. Oui, mais la plaque, elle bouge. Donc, vous avez une alimentation qui est fixe dans l'espace, et vous avez une lithosphère qui bouge. Donc, avec le temps, ce qu'on voit sur le schéma juste à côté, donc ici le temps évolue dans ce sens-là, avec le temps, le piton des Neiges, qui est ici, est décalé par rapport à la source de magma qui est là. Donc il arrivera un moment où il sera de plus en plus improbable que le magma passe ici dans ces fissures latérales, la connexion va s'arrêter, et du coup tout le magma qui est ici est en vase clos et va faire de la cristallisation fractionnée. D'où l'évolution vers un volcan beaucoup plus explosif. Par contre, le point chaud lui continue de fonctionner et il continue d'alimenter un volcan, un nouveau volcan qui est le piton de la Fournaise. Et c'est pour ça qu'au moment où ils ont vu de la différenciation sur le piton de la Fournaise, les géologues du BRGM sont allés fouiller cette zone-là pour savoir s'il n'apparaissait pas un nouveau petit volcan sous-marin qui aurait été le signe que tout ça se serait décalé encore d'un cran et que le piton de la Fournaise n'était plus alimenté. Et en fait, comme ils n'ont absolument rien trouvé et que les laves ultérieures étaient à nouveau des océanites, ils ont proposé que cette hypothèse-là soit fausse et que pour une raison ou pour une autre, il y a eu un moment, petite interruption de l'alimentation magmatique du piton de la Fournaise, mais qu'aujourd'hui, elle continue et qu'il est grandement alimenté. Donc nous ne sommes pas encore sur l'époque où le piton de la Fournaise, lui aussi, ne serait plus alimenté parce que la plaque aurait trop bougé par rapport à l'alimentation fixe dans l'espace du point chaud. Alors après l'arrêt de l'activité volcanique, donc il y a moins 12 000 ans, on n'est pas resté sur cette morphologie caractéristique de volcan bouclier, celle qu'on voit à Hawaï actuellement. On est arrivé sur cette conformation-là que l'on retrouve ici. Donc il reste là, le point rouge, c'est le piton des Neiges, mais il s'est creusé ici des zones qu'on appelle des caldeiras, c'est-à-dire que vous pouvez imaginer un volcan en activité comme un soufflet. Puisqu'il y a quelque chose de très chaud à l'intérieur, il est gonflé, mais quand il n'y a plus ces éléments qui font que ça peut être gonflé, eh bien ça redescend comme un soufflet, ça s'effondre, et ces effondrements, ces zones effondrées, c'est ce qu'on appelle des caldeiras. Ici, il s'en est formé 3, je vous donne leur nom, mais juste pour votre culture générale. Donc vous avez là le cirque de Sillaos, qui est très habité, parce qu'il y a des routes. De même ici pour le cirque de Salazie, celui que nous avions vu pour les glissements de terrain, parce que, étant donné que les alizés arrivent dans ce sens, ça se voit même sur cette carte. Ici, l'île est en gros coupée en deux, ou avec un petit angle ici, du point de vue hydrographique, c'est-à-dire qu'il pleut énormément sur toute cette partie. Les nuages sont retenus par les reliefs
et donc ils sont retenus, ils se vident en pluie, et quand ils arrivent de l'autre côté, qu'on appelle ici la côte sous le vent, ils sont beaucoup plus secs, et donc dans le cirque ici de Salazie, il y a beaucoup plus de pluie que dans le cirque de Cilaos, et c'est pour ça qu'il y a des glissements de terrain à Salazie et pas à Cilaos. Et puis le dernier cirque qui est ici est célèbre chez les randonneurs parce que c'est le cirque de Mafat, pour lequel il n'y a pas de route et on peut y aller que à pied ou en hélicoptère. Donc tout de suite, je vais vous montrer une petite animation vous permettant de mieux voir en 3 dimensions ce que c'est qu'un volcan qui s'est effondré sous forme de 3 calderas.